Bonjour à tous, nous allons donc commencer ce débat sur l'accès aux terres, un enjeu de politique dans certains pays, un enjeu majeur de politique dans certains pays. Alors j'ai deux invités, alors, je voulais juste dire une chose, c'est quand les ateliers de la terre m'ont demandé d'animer ce débat, d'ailleurs j'y connaissais pas grand-chose, donc j'ai demandé l'aide de Bettina Laville, qui est une des grandes inspiratrices de ces ateliers de la terre, qui m'a donné un coup de main pour préparer ça. Donc, j'ai à ma gauche, alors une partie de ce débat se passera en français et une partie en anglais, parce que nous avons un chercheur sénégalais qui est francophone et un fermier philippin qui est anglophone. Donc, je vais commencer avec, pour que les gens déjà rentrent dans le débat, on va commencer en français avec mon voisin de gauche, Cheikh Ouma Ba, qui est chercheur universitaire, membre d'un think tank, et qui a travaillé sur ces questions avec lesquelles on va aborder tous les aspects, on va dire, techniques, certes, mais ensuite, dans un deuxième temps, humain, je vous en dirai un peu plus. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur Mba, ce que vous faites exactement, quel est votre métier, en quoi vous connaissez ces questions, et après on rentrera dans le vif du sujet, pour qu'on vous connaisse un peu. Merci. Merci. En fait, IPAR est un think tank qui est basé à Dakar, mais qui regroupe un certain nombre de pays africains et qui est intéressé vraiment par les questions de prospective et de la stratégie. Et nous travaillons beaucoup sur les questions agricoles et rurales. Et au sein de IPAR, justement, en tant que think tank, on est intéressé par faire de la recherche, mais pour mettre en débat les résultats de recherche et surtout pour influencer les décideurs politiques. Parce que comme vous le savez, souvent, malheureusement dans nos États aussi, on a très peu d'initiatives au niveau des politiques publiques. Et nous pensons avec certains collègues qui sont d'anciens experts dans des organismes internationaux ou dans des universités, et même des paysans qui sont membres de IPAR. Donc on a créé l'association et qui intervient beaucoup sur les questions foncières, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors quelles sont les questions qui se posent pour l'accès à la terre? En fait, la première question qui se pose, c'est la plus basique, c'est le droit et la législation. Oui, alors vous me permettrez juste de dire quelques mots sur la législation foncière au Sénégal. Au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle le domaine national. Le domaine national est constitué par pratiquement, dans les années 64, en 1964, par 95% des terres du Sénégal. Donc c'est l'essentiel des terres du Sénégal. On appelle ça le domaine national. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le domaine de l'État, qui est regroupé en domaine public de l'État et en domaine privé de l'État. Bon, le domaine public, c'est tout ce qui est domaine public maritime, etc. Bon, domaine privé de l'État, c'est les bâtiments de l'État, etc., qui entrent quand même dans le domaine privé de l'État, que l'État peut vendre, etc. Et ensuite, vous avez le domaine des particuliers, qui constitue à peine 1%. Au Sénégal, aujourd'hui, nous avons seulement 152 000 titres fonciers au Sénégal. Ça montre qu'effectivement, il s'agit d'une portion congrue de reconnaissance, parce que le titre, c'est vraiment l'élément le plus officiel, le plus officiel, le plus, en tout cas, que vous pouvez vraiment opposer au tiers. Or, tout le reste des terres du Sénégal relève du domaine national, c'est un domaine qui n'appartient ni à l'État, ni aux populations. C'est vraiment un régime assez particulier. Et juste... À qui appartient-il alors ? Alors, il appartient, disons, à la nation. Et vous savez que la nation c'est ce qu'on appelle une fiction juridique. Ça n'appartient à personne. Même si la gestion de ces terres relève de l'État, et l'État l'a confiée aux collectivités, aux communes, qui gèrent la terre au quotidien. Donc, finalement, on a un régime avec, bien sûr, un certain nombre d'encadrements. Par exemple, on ne peut pas vendre les terres du domaine national. On ne peut pas les louer. On ne peut pas les prêter. Donc, on a juste ce qu'on appelle le droit d'usage. C'était une façon, au lendemain de l'indépendance, de préserver le potentiel foncier du Sénégal. Parce qu'on se disait que si on privatise, peut-être au bout de 10 ans, 20 ans d'indépendance, tout le monde allait acheter tout, et finalement, les générations à venir, ils vont trouver que tout est privatisé. Et compte tenu de la conception de l'époque, qui était plus socialiste, etc., avec Senghor et le président Dia, pour ceux qui connaissent le Sénégal, finalement, ils ont dit qu'il faut préserver les populations contre eux-mêmes.
C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'utiliser la terre, mais vous ne pouvez pas la vendre. Donc, vous utilisez, vos enfants reviennent, ils utilisent, d'autres utilisent, etc. Mais on s'est rendu compte qu'à l'usage, 51 ans aujourd'hui après, qu'il y a beaucoup de lourdeur. Parce que quand on dit que même quand quelqu'un décède qui utilisait la terre, normalement, la terre ne revient pas automatiquement à sa famille. Au bout de 3 mois, sa famille est prioritaire pour la nouvelle affectation. Mais si sa famille ne se présente pas, normalement, la terre devrait retomber sur le domaine de la collectivité et puis faire l'objet d'une nouvelle demande. Donc, pour vous dire que c'est un système qui a un intérêt parce que ça a permis de préserver le potentiel foncier du Sénégal, mais en même temps qui aujourd'hui se révèle être effectivement une situation difficile parce qu'on ne peut pas investir, on ne peut pas aller à la banque avec, etc. Oui, donc, ça génère de l'instabilité. C'est-à-dire que quand une famille est sur une terre depuis un moment, elle n'est jamais certaine de pouvoir y rester plusieurs générations. Donc, Absolument. Effectivement, ça génère une insécurité. Et finalement, l'insécurité est aussi bien au niveau du producteur lui-même, parce qu'il ne peut pas gager cette terre, mais aussi elle est au niveau aussi de l'investisseur qui s'installe sur cette terre. C'est-à-dire qu'elle a juste ce qu'on appelle une délibération, qui n'est pas un droit réel. Donc si vous devez faire des investissements lourds, vous ne pouvez pas les faire sur des terres qui ne vous appartiennent pas. C'est pourquoi aujourd'hui le gouvernement du Sénégal, ça fait 20 ans déjà, les 20 dernières années, le gouvernement du Sénégal a tenté d'opérer une réforme foncière, malheureusement qui n'a pas abouti, pour des raisons que nous considérons être plutôt liées à l'approche. Parce qu'on a toujours pensé que la question foncière est une question juridique justement. Parce qu'aujourd'hui, on entre par le juridisme. Mais on se rend compte que les populations qui sont sur ces terres devraient être soit prioritaires ou devraient avoir un statut spécial par rapport à ces terres, qu'ils utilisent de génération en génération. Or, on s'est rendu compte que si on n'encadrait pas cette façon d'utiliser les terres restaient justement avec un accès de tout un chacun. Et il y a ce qu'on appelle les enclaves fonciers, les enclaves qui existent, les enclaves agricoles. Certains ont dû acheter par exemple un certain nombre d'espaces et finalement, en interdisant l'accès par exemple aux femmes qui faisaient la cueillette, aux jeunes qui faisaient aussi la cueillette ou bien à l'élevage qui par exemple transhumaient sur ces terres. Donc ça montre simplement qu'on est dans un régime juridique qui pose problème. Mais aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, depuis 2012, a lancé ce qu'on appelle une nouvelle réforme, vraiment en changeant d'approche. Et la première étape a été d'aller d'abord parler avec les populations, de voir actuellement quelles sont les pratiques foncières en cours, quels sont les problèmes liés à ces pratiques foncières. Et justement, dans ces pratiques foncières, on se rend compte que les gens achètent, les gens vendent, les gens louent. Tout ce que la loi interdit, on est en train de le faire. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment adapter les pratiques foncières locales aux lois, mais qui soient des lois applicables. Or, la loi de 1964, malheureusement, on n'a pas pu l'appliquer dans son intégralité. Même si aujourd'hui, par exemple, on a vu qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent, qui prennent un certain nombre de terres, même si eux-mêmes ils ne sont pas sécurisés. Parce que si vous prenez des terres sur une délibération c'est révocable, ce n'est pas inaliénable, vous ne pouvez pas aller à la banque avec ce papier. Donc, ce sont ces distorsions, ces manquements que le gouvernement du Sénégal est en train de corriger et je crois qu'ils ont pris la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, et je reviendrai sur peut-être certainement ce qui est prévu, particulièrement arriver à ce qu'on appelle, en tout cas, la possibilité de céder les terres, mais aussi cessibles et transmissibles. Donc, ça veut dire qu'il est possible en ce moment de transmettre cette terre, il est possible de la céder et même de l'hypothéquer. Maintenant, le problème de l'hypothèque, c'est que imaginez ce qui se passe dans nos pays. Aujourd'hui, un investisseur, il peut prendre son argent n'importe où. Il vient, il met, par exemple, ça peut même être l'argent en blanchiment de l'argent, etc. Ça peut venir de partout. Il vient, il achète, par exemple, la moitié de l'espace du pays. Vous vous rappelez, il y a eu quand même des cas qui se sont produits, par exemple, à Madagascar, avec Daewoo, en Asie, vous y pensiez, etc. Et cela a conduit pratiquement au fait que le régime a sauté. Donc ces problèmes, comment aujourd'hui encadrer les populations qui sont sur ces terres et encadrer aussi l'investissement. Parce que tout investissement n'est pas bon, même si on peut dire aussi l'inverse. Seulement, ce qu'il faudrait noter, c'est qu'il y a des investissements qui doivent se faire en lien avec les populations locales, en s'assurant de l'impact de cet investissement, en s'assurant aussi que, quelle que soit la situation, et ça c'est dans le processus de réforme en cours, que la terre ne doit pas être vendue à ces intervenants. Pourquoi ? Parce que si vous décidez de vendre une partie du pays, à un moment, vous perdez même votre souveraineté. Par contre, il est possible d'avoir ce qu'on appelle les baux emphytéotiques. À partir de 18 ans, la terre, voilà, par exemple, la terre que vous exploitez, vous avez des droits réels là-dessus. Les droits réels vous permettent de subvendre. Vous pouvez tout faire,
Vous pouvez même, si vous voulez, gager cela à la banque. Vous pouvez aller avec ce titre. Vous pouvez, en tout cas, investir, faire de gros investissements. Et vous pouvez avoir jusqu'à 99 ans de droit d'utilisation de ces terres avec un droit réel. Donc, je pense que c'est sécurisant, mais en même temps, au bout de 99 ans, l'investisseur ne pourra jamais garder les terres éternellement. C'est-à-dire que ça, c'est un encadrement pour éviter que la terre sorte du domaine de la nation. Et voilà, ça c'est un des enjeux importants à notre avis. Bon, maintenant il y a d'autres questions que ça pose, les questions d'accès des femmes, des jeunes. Je voudrais voir un peu ce qui se passe un peu plus loin en Asie avec John Sarmiento, qui vient des Philippines, qu'il faut appeler Farmer John, pardon. Could you tell us, John, what are the issues in Filipinos? It's different from Senegal. It's completely different. For example, people have no access to the soil because of major companies, mining companies, international companies. Could you tell us? And first of all, tell us just 2 minutes about what your action and what you're doing in Filipinos. Good afternoon. I'm John Sarmiento. They call me Farmer John because I want to put farmer in, in the situation that society can appreciate farming more. In the Philippines, we have a complex land issue. What I'm telling you is my story. I'm a smallholder farmer. I owned 4,400 square meter of land, and I bought the land because somebody lent me money. My situation, my story is a story of a lot of Filipino farmers in the Philippines. So we have we didn't cultivate our land in what way we want because we have no power. We have no right to decide whatever we want to do in farming because policies are saying that if you don't have the title, you are under the tenancy law. The landowner can decide what is they want for their land. So when I access land because of loan, I decided to cultivate it in a way that is sustainable. In 1998, I fought for the rights in cultivating a piece of land. And sorry to interrupt you. Farmer John has just half an hectare to cultivate, and he cultivates many things and has many animals on half an hectare. Yeah, my system is called Integrated Diversified Organic Farming System. It's a climate resilient system of farming. Why I told you this? Because I developed my farming system because I gained the title because I bought the land because somebody lent me money to bought this land. Our government passed a law in 1986. They called Comprehensive Agrarian Reform Law, but the law is not succeed, because it excluded a lot of farms that controlled by the politicians. Most of the landlords in the Philippines are the congressmen, senators, mayors, and governors. And the implementation of Comprehensive Agrarian Reform Law, the law says the landowner can only contain 5 hectares of land. And if you have much 100 hectares, 24 hectares, you distribute it to the farmers, and the government pay it for 30 years. There's one scheme, and if you are disagree, the government can get your land by compulsory acquisition, and the Philippine Bank can pay it for 30 years. There's another scheme of voluntary land transfer. The landowner can sell it to the tillers, and in a way that they can decide. But this system is failed because in the process of claiming
there's a lot of blocking system of the politicians also, and they excluded the lot of lands that for us is very vital for the tillers. They excluded coconut farms, no? They excluded some farms adjacent to the residential area. They apply for conversions, and it's very easy to approve conversion rather than to give it to the farmers. Is it possible for a small farmer to buy land simply, or is it so complicated that nobody can? No, it's so complicated because in the process of titling, we don't have money. That's why we ask the government to facilitate funding. But government, we need to walk a long way just to dramatize our concern in proclaiming our land. We walk 1,500 kilometers of land just to claim our rights, and even we have law, no? So there's very difficult to Filipino farmers to have land. Upland farmers, they have different situation, because some of the upland lands is under the forestry law and is owned by the government. But it's more complicated because in the mountain there's a lot of indigenous peoples, and there's also a law for the indigenous peoples. They call this the IPRA law, the Indigenous Peoples' Rights Act. It says that even there's no title. Now, if the community, if the people, the indigenous people say this is our land, so the government must respect this customary law. But in our situation now, mining company, government projects, and other development aggression projects, they didn't respect the customary law, the IPRA law, the Comprehensive Agrarian Reform Law, and among others. So this is the situation of... So it's very difficult just to access soil. I mean, it's very difficult. Almost impossible to be sure that if you work on a piece of soil, this will be your property. There's always a reason to get rid of you. Yeah, that's the reason why Philippines is very rich in soil. The soil of Philippines is very fertile. But if you see the data, we have in the poorest country, because the power of the people, the power of the farmer to till the land for production, like what I did, is started when you have your title. If you don't have your title, you are not able to cultivate your land. And even you are not able to have money, or the bank cannot trust you because you have no collaterals. So that's the very important issue in land access. De toute façon, en règle générale, beaucoup d'historiens ont expliqué le succès des pays occidentaux et des États-Unis et du Japon au cours de l'histoire moderne, par le côté sacré de la propriété privée qui permettait aux gens de gager de l'argent sur cette propriété que personne ne leur demanderait jamais. Enfin, quand c'était à vous, et ça permettait de se développer, d'agrandir sa richesse, etc. Et que beaucoup de pays qui ont des problèmes, non, justement, c'est ce qu'on voit avec les Philippines et peut-être aussi au Sénégal. C'est-à-dire que vous travaillez sur une terre pendant des années, mais vous n'êtes jamais sûr qu'au fond, quelqu'un un jour ne va pas vous dire « hop, tu dégages et je reprends mes biens ». Oui, je pense qu'il faut serrer la question, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le titre foncier, qui est quand même le niveau le plus élevé de propriété, mais aussi il y a ce qu'on appelle les droits, disons les baux amphithéotiques, à partir de 18 ans, qui donnent ce qu'on appelle les droits réels. C'est-à-dire un droit réel, c'est comme un titre foncier, sauf que tu ne peux pas le vendre, c'est-à-dire et puis c'est encadré dans le temps. Le problème que ça pose, c'est qu'on ne doit pas superposer simplement la façon de faire des Occidentaux à la façon de faire d'autres communautés. Il faut reconnaître qu'en fonction des réalités sociologiques qui existent, c'est important au moins de prendre en compte cet élément. De quoi a-t-on besoin? On a besoin d'un investissement sécurisé. On vous dit que... Oui, après
Il y a l'aspect juridique et l'aspect économique qui est forcément Oui, fondamental. mais justement, c'est-à-dire que, vous avez raison, mais en fait, le bail emphytéotique vous donne le même droit que sur le titre foncier, avec la différence que le titre foncier est définitif. Alors que le bail emphytéotique, au moins, par exemple, si vous ne pouvez pas investir et que vous n'avez pas retour sur investissement pendant 99 ans, ça pose problème. Et je pense que nous avons des États extrêmement fragiles. Si on entre dans ce processus de titrisation, demain, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Parce que ça veut dire que c'est des titres définitifs, irrévocables. Or, il est possible, si un investisseur vient, au bout de 20 ans, 30 ans, je pense que tout investisseur quand même sérieux et qui a vraiment qui a envie d'avoir retour sur investissement, en 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, jusqu'à 99 ans, s'il ne réussit pas à avoir retour sur investissement, ça pose problème. Donc, mais l'intérêt, c'est de s'assurer que cette terre ne va pas être simplement perdue par la communauté nationale. Et je crois que c'est des verrous qu'il faut essayer de comprendre sous cet angle. Le deuxième niveau que cela pose comme problème, c'est que la terre n'a pas qu'une valeur économique chez nous. Vous avez des communautés, par exemple, quand vous prenez la Casamance, l'essentiel aujourd'hui de la rébellion en Casamance est lié justement à ces faits. Le fait qu'on n'ait pas reconnu que des communautés locales qui ont une relation avec la terre qui est sacrée, qu'on vienne dire, ok, parce que j'ai de l'argent, je viens, j'achète la terre. Là-bas, la terre ne se vend pas. Ils considèrent qu'on ne doit pas vendre la terre. C'est-à-dire qu'on l'utilise et perpétuellement, et avec maintenant, bien sûr, l'investissement doit être sécurisé. Mais ça, c'est une autre question. Pour moi, il ne faut pas confondre la sécurisation de l'investissement avec la propriété sur cette terre. Parce que c'est demain ce que ça pourrait amener, ce que j'appelle des enclaves agricoles, où effectivement des multinationales peuvent acheter la moitié d'un pays et dire que ça leur appartient. Mais finalement, jusqu'à quel niveau va s'appuyer? Et quand on sait que les populations sont relativement pauvres, n'importe qui qu'on dira, mais je viens acheter votre terre, et c'est ce que les gens font. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un cas, juste un dernier petit cas. Par exemple, Sénéhuile Sénétanol, qui est vraiment un conglomérat entre les investisseurs, je crois, israéliens, français, etc. Italien plutôt que français, je m'excuse. Mais ce qui est intéressant, ils ont pu acquérir 20 000 hectares. Ça fait aujourd'hui 5 ans qu'ils n'arrivent pas à mettre en valeur. Parce que les populations disent qu'ils ne mettront pas en valeur ces terres. Ce sont des terres coutumières sur lesquelles ils étaient. Le problème que ça pose, c'est que si on oblige les populations à accepter, demain, l'investisseur ne pourra pas rentabiliser son investissement et la terre sera là et ça ne servira à personne. Comment faire pour avoir des modèles, ce que j'appelle des modèles d'affaires qui soient inclusifs? La terre est un moyen, bien sûr, de production. Ça peut être autre chose. Comment arriver avec les populations locales à avoir un investissement qui respecte aussi les communautés locales et que demain, la terre ne puisse jamais, en tout cas, sortir justement du corpus de ces populations qui ont des valeurs importantes attachées à cette terre. Ce qui ne veut pas dire qu'on refuse l'investissement. Je crois qu'il faut vraiment serrer les deux éléments. Merci. In the Filipinos, the problem with the fact that it's difficult to get access to the soil is the fact that you were telling me for the young people, working as farmer and so on is complicated, dirty, not interesting, not sexy, and so they immigrate and go away. Actually, this is the outcome of the policy that the government neglect the real situation, that the importance of farmers having rights to land, and the outcome of this issue. Young people are not interested in farming because they saw farming is not so productive. So, because in the Philippines, if you didn't own the land, you didn't have access to the other services like roads, infrastructure, post-harvest, financial services. So, we have some success stories in the agrarian reform communities. When the agrarian reform communities, they already have their right to land, a lot of opportunity coming in. They organize themselves into cooperative and they develop their marketing systems, and now they are doing value chain. And this is the reason why we are pushing, strongly pushing, that the government must
be ensured that every tillers, every farmer have land. Actually, in the law, it said it's 3 hectares for every farmer. But for me, the size is not matter, actually. Because there's a technology you can develop, in a small space of land, you can do a lot of activities if you have the power to cultivate, if you have the decision, whatever you want, if you have the power, the right to your land. And even you can sell it. It's the self-determination. No, you can sell it because I own this land. No, I own this property, and you can lend it to other opportunity like business. So, and what we are doing now is pushing another law. There's a national law. We call that the Land Use Policy, the Land Use Act, because even the coverage of comprehensive agrarian reform, even they give this land to the farmers. The developing, the multinational company, they can easily convert, even this is a rice field or a vegetable field or a banana plantation, if they want to make it a subdivision, so they can easily change it. So we want to protect the food production area in the Philippines, because we believe that if this initiative or if this kind of scenario, and even the multinational company, they are now pushing the black farming. Like China, they want invest in rice farming, a black farming of 50 hectares, but they want it to list for the farmer for 10 years, for 20 years, for 50 years. So the land reform program in the Philippines become a land return program, no? Because we have no access for financial capitalization and business opportunity. For the forestry area, we have the stewardship program, but there are aggressive mining, the aggressive mining industry in the Philippines. One situation is my situation in my province. And a Canadian mining company want to mine the 9,720 hectares of virgin forest and ancestral domain of the indigenous people. The government gave the permit, and they didn't give the rights to the indigenous people. And even the fishermen, we have a law where it said the government need to protect fisherfolk. They give a fisherfolk community, but no one fisherfolk community passed. No, but when you are a businessman and you are applying for a beach resort, the government can easily award this kind of permit to the businessman. So it's very hard for the marginalized people like fishermen, farmer, and indigenous people to have land. Ce qui est d'ailleurs contraire à ce que un auteur qui s'appelle Christine Olson a écrit un livre qui s'appelle The Soil Will Save Us. Le sol nous sauvera, et dont la théorie d'un certain nombre de gens, c'est de dire que si justement c'est les petits fermiers dans les pays en voie de développement ont accès à la terre et peuvent cultiver la terre, ils le feront de façon durable et efficace, sans utiliser des masses d'engrais, etc. Et que c'est justement l'une des façons de nous sauver. Alors je me retourne vers vous, Monsieur Oumarba, à propos d'une question, parce que vous êtes spécialiste des questions agricoles, mais vous avez aussi fait des enquêtes sur les migrations. Et donc, je voudrais que vous nous parliez un peu du lien. À partir du moment où l'accès au sol est compliqué pour les jeunes d'un pays, que ce soit le Sénégal ou que ce soit les Philippines, le problème, c'est que si on empêche ces gens d'accéder au sol, qu'est-ce qu'ils font? Ils émigrent. Ils prennent les pirogues. Mais non, c'est pas plus sérieusement. Je pense que la question de la migration, par rapport à la question de la terre, c'est que aujourd'hui, ce qu'il faut noter dans les pays, notamment africains, en Afrique subsaharienne, ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne est le seul continent à n'avoir pas fini ce qu'on appelle la transition démographique dans le monde. Donc, on va avoir encore davantage de jeunes qui vont venir sur le marché de l'emploi. Et des pays comme le Sénégal, le Mali, on est pratiquement autour de 260 ou presque 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Et ça va continuer. La question que ça va poser aujourd'hui, c'est que les jeunes ne veulent pas travailler la terre. Parce que, c'est ce qu'on ne se pose pas la question, pourquoi? C'est parce qu'ils se rendent compte que leurs parents
sont sur ces terres, mais sont toujours pauvres. Ce sont même les parents qui vont leur dire, allez chercher autre chose. Donc la question doit être justement, comment aider les petits producteurs qui, sur certaines questions, sont plus résilients que d'autres gros investisseurs. Et ça, c'est prouvé. Je crois que ce matin, on en a parlé. Je puis vous dire aujourd'hui que sur le riz, par exemple, moi j'ai été dans une institution de recherche agricole aussi, pratiquement le Sénégal fait presque parmi les meilleurs producteurs, en tout cas au niveau des rendements sur le riz irrigué. Ils sont pratiquement autour de 7 à 10 tonnes par hectare. Pour vous dire que le problème n'est pas un problème technologique. Et pour donner un exemple, juste avant d'arriver sur la migration, et je termine là-dessus, c'est que, juste un petit exemple, c'est que dans les années 70, quand l'Asie faisait sa révolution, verte, la plupart des technologies qui ont contribué à faire cette révolution technologique existaient plus ou moins dans un centre comme Bambey, au Sénégal. La plupart des technologies qui ont permis de faire cette révolution existaient. Pour vous dire que ce n'est pas un problème technologique. Parfois, c'est un problème politique, c'est un problème de volonté politique, c'est un problème d'accéder au marché, c'est un problème de transformation structurelle de nos économies. Et maintenant, pour la migration, je dirais juste un mot, c'est que n'oublions pas que, par exemple, de 1830 à 1960, il y a eu 65 millions d'Européens qui ont émigré vers d'autres continents. Ils sont allés en Australie, ils sont allés en Afrique du Sud, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés coloniser d'autres pays, etc. 65 millions de personnes. Aujourd'hui, on est en train de mettre l'accent sur des jeunes qui cherchent à venir. Moi, je suis d'accord qu'il faut trouver les moyens pour qu'ils ne viennent pas, parce que les pays ont la liberté de ne pas les accepter. Mais en même temps, c'est infime par rapport à ce qui s'est passé en 2007 quand on parlait de l'immigration clandestine vers l'Espagne. En tout pour tout, on était autour de 30 000 jeunes qui cherchaient à y aller. 30 000 jeunes comparés à 65 millions. Millions, je dis bien. Troisième chose, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire à l'Afrique, on va vers les changements climatiques, l'impact, on ne peut pas, par exemple, être intensifié, etc. Alors que l'Europe et l'Asie se sont développés en intensifiant leur production, la question qui va se poser, c'est comment trouver vraiment un équilibre qui permette de gérer durablement les ressources, mais en même temps de permettre le développement qui ne soit pas seulement sur le fait qu'aujourd'hui les ressources sont en Afrique, où il faut envoyer des investisseurs qui ont beaucoup d'argent, qui vont acheter et qui, totalement, toutes leurs productions sont destinées par exemple au marché étranger. Mais vous savez ce qui s'est passé en 2008 avec la crise alimentaire. On ne peut pas être dans un pays qui produit du riz et ne pas pouvoir manger du riz. Et que tout le riz qui est produit peut être exporté. Et justement, il y a les problèmes des pays du Golfe, etc. Je crois qu'il faut repenser la question de façon plus globale. C'est des questions extrêmement complexes. Aujourd'hui, je pense que la migration, quand vous vous rappelez, quand l'Europe faisait sa transition, la migration était une des transit options. C'était vraiment une des solutions. Il y avait la spécialisation, il y avait la migration. Et aujourd'hui, la migration avec la réalité géostratégique, géopolitique, on ne peut plus continuer à faire de la migration comme élément de recours. Par contre, ce qui se passe, et moi j'ai fait ma thèse là-dessus, il y a peut-être une petite vingtaine d'années, on avait montré que la migration en Afrique non seulement était la plus ancienne, mais elle était la plus importante, la migration des Sénégalais vers l'Afrique, vers le Congo, vers la Côte d'Ivoire, vers le Zaïre, etc. Migration interne. Migration, même internationale, mais sous-régionale. Pour terminer, ce qu'on pourrait dire, donc, si on réglait le problème de l'accès au sol, on pourrait en partie régler une petite partie de l'immigration. Oui, mais c'est-à-dire de façon plus globale, parce que c'est des questions de développement, pas de l'émergence. Effectivement, la question foncière est un des enjeux majeurs. Parce qu'effectivement, si vous ne pouvez pas investir sur une terre qui n'est pas sécurisée, on dit qu'il faut sécuriser la terre. Sécuriser maintenant, avec bien sûr un encadrement pour que cette sécurisation ne signifie pas aussi ceux qui ont de l'argent viennent racheter les terres des pauvres, et puis vous allez avoir des paysans qui vont se suicider parce qu'ils ne peuvent plus vivre de la terre. Je crois que c'est des questions extrêmement complexes qui reposent le modèle au niveau de l'humanité. De quel modèle a-t-on besoin pour avoir des systèmes durables, reproductibles pour les générations à venir? Autrement, on est dans des compromissions, et même pas dans des compromis, et je pense que ça peut, en tout cas, menacer la stabilité planétaire. Merci et beaucoup. Je ne souhaite pas terminer par un mot aussi pessimiste, mais je pense qu'il faut vraiment que ce type de rencontres soient extrêmement importantes aussi par rapport aux expériences qui se passent aux Philippines et ailleurs, pour tirer les enseignements et pour voir comment avoir une planète sur laquelle il est bon de vivre et ne pas forcément regarder les choses de façon négative. Absolument. Alors, on n'aura pas le temps de balayer toutes les questions parce que j'aurais aussi voulu parler du rôle des typhons aux Philippines sur
sur les petits agriculteurs, etc., les problèmes que ça pose d'énormes problèmes. Mais là, comme on me faisait signe qu'il y a ces 15 minutes, il reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, s'il vous plaît? Oui, mademoiselle. Alors ma question est pour Monsieur Cheikh Marba. Je voudrais savoir en fait, alors vous nous avez parlé justement du fait que quand les investisseurs rentrent par exemple en Afrique pour donc investir, ce qu'ils font c'est finalement au détriment des paysans qui perdent, en tout cas vous me dites qu'au Sénégal chez vous les paysans n'ont carrément pas de terre à eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais dans les autres pays par exemple, les paysans ils se trouvent complètement, on leur prend leur terre et au final, c'est eux qui perdent des investissements des personnes qui rentrent dans le pays. Donc au final, est-ce que vraiment on a besoin d'investisseurs? Est-ce que c'est pas plutôt sur les paysans qu'il faut investir? S'il faut pas plutôt essayer de leur apprendre les nouvelles technologies et peut-être que c'est justement leur pratique ancienne qui ne fonctionne pas? Parfaitement, je suis tout à fait... En fait, il faut faire les deux. Je crois qu'on a besoin d'investissement et les États africains ne peuvent pas à eux seuls supporter l'investissement nécessaire dans l'agriculture. Et on a vite fait de la confusion entre l'investissement, le besoin d'investissement et le besoin d'amener des investisseurs avec de grands capitaux. Je crois qu'il y a un modèle à trouver. Par exemple, il y a une société française, pour ne pas la nommer, qui s'appelle Socas au Sénégal, mais qui a un modèle d'affaires très intéressant, qui n'agit pas sur la terre, mais qui est par exemple sur le fait d'abord de renforcer les capacités des petits producteurs, les organiser, avoir un système de crédit et puis racheter toute la production et lui il est dans la transformation. Je crois que c'est des modèles possibles et imaginables. Maintenant, il y a d'autres zones où effectivement les gros investisseurs peuvent aménager parce que l'aménagement coûte très cher. 1 hectare au Sénégal, par exemple dans la vallée, coûte dans les 5 millions de francs CFA. Donc c'est extrêmement cher et c'est pas forcément, même si nos États aussi, malheureusement, l'argent qu'on aurait dû investir là est utilisé par ailleurs. Donc il y a un certain nombre de questions, même de justice et simplement de gouvernance. En fait, aussi, j'avais lu un article en fait sur la production des arachides au Sénégal. Et j'avais lu justement que, au final, la production des arachides se faisait au détriment des industriels locaux du Sénégal eux-mêmes, et parce qu'il y avait d'autres investisseurs qui venaient, qui donnaient des prix plus grands, et cela était dû au fait que, je sais pas, l'État faisait, c'était justement de la faute de l'État en fait. Donc, qu'est-ce que, par exemple, votre centre fait pour pousser en fait l'État à faciliter Bon, le time out, j'ai vu, mais en fait, ce que l'État fait, peut-être, c'est juste une seconde, c'est de dire simplement qu'il y a eu des défaillances, parce que l'État a reproduit le modèle colonial, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'a pas remis en cause, parce qu'il y a des intérêts extrêmement puissants qui ont fait que l'État ne pouvait pas forcément remettre en cause ce modèle. C'était un modèle basé sur des traitants, des gens qui venaient, qui avaient de l'argent. Quand le paysan est très pauvre, il a vraiment faim, on avance un tout petit peu et après on rachète sa production et on va vendre ça au prix fort, etc. Donc les États aussi, malheureusement, quand ils ont pris après l'indépendance, n'ont pas remis en cause ce modèle en essayant de trouver, par exemple, le fait de consommer du riz. Ça vient d'Indochine, ça vient de l'Asie. C'est pas dans les habitudes alimentaires du Sénégal. Mais aujourd'hui, consommer du riz pour un Sénégalais, ça devient une exigence absolue. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de modèles même de consommation et qu'il faut revoir. Et ça, c'est pas seulement le problème des investisseurs, c'est aussi le problème de nos États, c'est aussi le problème de nos populations. Merci beaucoup, merci d'avoir assisté à ce débat et voilà, merci à nos invités. Non, on a pris, il faut donner une ou deux. Il y a 2 femmes qui veulent parler. On a commencé en retard là. Il faut quand même permettre 5 minutes. Okay. Alors très bien, si on peut. Yeah. Hi, please. Moi, je voulais revenir sur cette histoire d'investisseurs ou de se réapproprier la terre des paysans qui sont quand même chez eux au départ. Ça fait plusieurs années que les politiciens ils parlent de co-development pour justement juguler les migrations, etc. Aujourd'hui, il y a le problème des migrants aux portes de la Méditerranée. Nous sommes tous au courant de ce qui se passe, qui est très grave. Mais bientôt, il va y avoir aussi des migrants qui sont climatiques, qui sont poussés vers d'autres... Qu'est-ce qui se passe
pour vous sur place avec les échanges politiques à ce niveau-là? Merci. This is one serious scenario. If we didn't take a technology, it's a climate agriculture, no one can invest in farming. So that's why we are pushing for farm planning. It's a climate resilient farm planning. And I believe that a smallholder farmer can do this. And if you give your land to the multinational corporation, they just put one commodity and one big piece of land. But if you give the power to the small farmer, you can develop the farm in more productive and more. There's a lot of food, like what I did. What I did in 1998 is draw a farm plan, and suddenly it's an unintended outcome. My farm now is become a seed bank, because I can draw, I can collect a lot of seeds. This will become a seed bank and become more climate resilient. When the drought came, I can stand with the drought, I can stand with the typhoon, and even the Philippines visited 24 typhoon a year. I'm very confident now because I do a lot of things because I have a power and land. And in my experience, my farm now is a learning farm for young people. And I considered my farm as a model farm to develop the next culture of farming in this planet. Because if we cannot push this access to land for the smallholder farmer, this fertile land become a desert land and become unfertile land if the multinational corporation control this fertile land. So the issue of climate is the issue of migration also. If your farm is not productive, if your farm is not food, it cannot produce food. Most of the young people, they go. It's not a country for country. Actually, it's from rural to urban. No, that's our case in the Philippines. That's why we have a campaign now. Go back to farming, and when you go back to farming, you can see there's an opportunity, and dealing with this opportunity and business, you can assist. Even you are not a farmer. For example, you are an engineer, you are a teacher. You can assist farmer by developing their lands to securing markets also. You link farmers to market. That's what we are doing in the Philippines. So we are encourage business, not big business, consumers, no, non-farming sectors to love farming. To invest in farming, technology, knowledge, sharing of expertise, go back to farming. This is not a sole responsibility of farmers. Accessing land is not sole responsibility of farmers, of the tillers. Accessing land is a responsibility of government, business sectors, different sector professionals. But who owns the land? Who controls the land? It must be in the control of the farmers. It must be in the control of the indigenous people. It must be in the control of the fisher folk. Alors, comme je veux surtout pas léser quelqu'un, il semble qu'il y ait quelqu'un d'autre qui voulait poser une question. Oui, je vous en prie. Madame Boukandou Éléonore Léa, ministère des Mines et de l'Industrie du Gabon. Je suis directeur général adjoint à la Direction générale de la propriété de l'exploitation minière. Ma question va un peu être un crève le cœur parce que ce matin, on nous a dit qu'il y avait deux situations qui s'opposaient. Le gaspillage en Occident et la difficulté de récupération des fruits de l'exploitation chez nous. Et je m'interroge à haute voix. Est-ce que, au Gabon par exemple, on essaie de régler ces questions en mettant en place un plan d'affectation des terres? Ça permet de pouvoir mettre l'agriculture par là, les mines par-ci, tout ça. C'est une solution, simplement pour identifier les endroits pour permettre le développement de telle ou telle activité. Mais le problème fondamental derrière,
est-ce que ça règle le problème que nous avons développé ce matin, qui est encore le panel avant vous l'a posé? C'est la même question. Si aujourd'hui nous donnons la facilité, la propriété aux petits exploitants, est-ce que ça règle la problématique de l'approvisionnement de ces pays-là en termes de combler le problème alimentaire qui est aujourd'hui le problème qui nous rassemble? Merci. C'est ça ma question. Merci. 30 secondes, vraiment, avec le respect pour les traductrices et vous-même. Je pense que, juste, on pourrait en parler si vous voulez. Mais moi, mon avis, c'est qu'il faut éviter les extrêmes. Il ne s'agit pas de donner toutes les terres en disant on ne veut pas d'investisseurs. Il ne s'agit pas de dire on veut que tous les investisseurs viennent prendre tout. La question, effectivement, vous avez raison de dire, il faut l'aménagement de l'espace. Il y a des zones, c'est pour le pastoralisme. Si on veut que l'élevage continue, il faut lui réserver des zones. Aujourd'hui, dans certaines zones, on a même dit ce qu'on appelle la divagation des villes, la divagation des champs. On ne parle plus de divagation des animaux. Pour vous dire que ça pose un certain nombre de problèmes de gestion de l'espace. Deuxième chose, je crois que l'investissement, tout investissement n'est pas mauvais. On a besoin d'investissement. Il faut simplement que l'investissement soit intelligent, soit aussi durable. Parce que si moi, j'ai de l'argent, j'investis, je veux avoir rapidement le retour sur l'investissement. À la limite, je peux ne pas m'occuper de l'environnement, de la durabilité de mon système. Parce que si ça ne marche pas ici, je revends tout, je vais racheter des choses en ville, et j'achète des voitures, et je fais autre chose, ou j'achète des immeubles. Par contre, malheureusement, les cadres légaux de nos États sont extrêmement faibles. Et c'est ça qui permet, quand un investisseur vient, c'est lui-même qui commandite l'étude d'impact environnemental, ce qui pose problème. Alors qu'on avait besoin que l'État ait suffisamment de moyens, de régulation, d'encadrement, en disant par exemple, si vous ne respectez pas telle et telle chose, au bout de 2 ans, 3 ans, on résilie votre contrat. On n'a jamais résilié de contrat. Je m'excuse, mais je crois que c'est des questions, malheureusement, qui sont des réalités. Oui. Et voilà, c'est des réalités politiques, sociologiques, culturelles, économiques et tout. Mais il faut vraiment que la jeunesse aujourd'hui, qu'on conscientise les masses, que tout le monde soit en mesure de comprendre les enjeux pour le futur, et qu'aujourd'hui, il y a des crises partout, et que la solution, en grande partie, se trouve en Afrique. Et je crois qu'il faut qu'on garde à l'esprit cela, c'est le temps de l'Afrique. Si on rate ce temps, et puis c'est cyclique, il y a eu le temps de l'Europe, l'Europe a décliné. Il y a eu le temps de l'Asie, l'Asie va décliner dans une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est le temps de l'Afrique. Si on ne saisit pas ce temps, malheureusement, le temps est fini. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.